Allez, nous démarrons tout de suite. Donc, nous parlons donc de la finance durable et ou responsable ce soir. Pourquoi? Alors, c'est une thématique intéressante et qui se développe de plus en plus. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu parler de ce sujet. Alors, hop, voilà, sur la présentation. Ben, on va commencer déjà par un premier constat. On parle souvent qu'il n'y a pas de planète B. On pourrait même dire qu'il n'y a plus de planète B, pardon. Pourquoi? Déjà, effectivement, aujourd'hui, le constat... Ah, ça y est, pas mal de monde arrive. Voilà, je suis sur mon écran. Voilà. Quelques constats. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est l'occasion. Alors, 50% effectivement de l'expansion des terres agricoles aujourd'hui se fait sur la forêt. Vous le savez, on a parlé souvent de l'Amazonie dans ce cas-là. La pollution de l'air aujourd'hui a créé des maladies graves et a causé des millions de décès. J'enfonce encore une porte ouverte. La pollution, si vous voulez, de la mer et des océans nous montre avec les millions de tonnes qui sont déversées dans ces mers, ces océans, les dangers pour la biodiversité et notre santé. Hop. Et puis, voilà, on dit aujourd'hui que si la fonte continue, la fonte des glaciers, eh bien, il y aura peut-être plus de glaciers d'ici 50 à 100 ans. Bon, ça, c'est un premier constat. Quelques autres chiffres intéressants, c'est l'évolution de la population mondiale en milliards d'habitants. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que jusqu'en 1800, bon, c'est à l'époque où on ne devait pas encore tellement mesurer ces chiffres-là, eh bien, on est passé de 1800 à 1927, en 127 ans, à 1 milliard d'habitants, enfin, à 2 milliards d'habitants, pardon, avec un doublement de la population mondiale. Nous sommes ensuite passés de 1927 à 1974, en 47 ans, la population mondiale a doublé. Et puis, depuis 1974, c'est encore 4 milliards d'habitants. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur Terre. Pourquoi je vous donne ces chiffres-là? Eh bien, on constate également, ça c'est à la suite de nos différentes lectures, que en même temps que la population mondiale a augmenté, on a découvert effectivement les combustibles qui nous ont permis le développement de l'industrie avec le charbon à partir de 1850, le chemin de fer. Et petit à petit, eh bien, on a provoqué une certaine croissance qui a été bénéfique, mais également on a consommé au fur et à mesure. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est d'analyser ces chiffres, vous verrez après avec le contexte. Alors, pourquoi je fais... Excusez-moi, j'avance un peu vite, mais il me manque un slide que j'ai perdu. Ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer également cette évolution de cette croissance nous montre la consommation des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on avait sur ce graphique? En fait, c'est l'évolution depuis les 1850. On a eu plusieurs catégories, plusieurs étapes. En premier lieu, l'être humain s'est principalement chauffé et a provoqué de l'énergie avec le bois. C'est ce qu'on constate, une consommation assez régulière. Est arrivé le charbon donc au 19e siècle, et là, le charbon a permis effectivement également de se chauffer et le développement des premiers transports chemin de fer et les bateaux à vapeur. Et puis ensuite, nous avons eu la découverte du pétrole qui a permis ce développement du pétrole, le développement des transports et entre autres la voiture. Donc,
si vous voulez, avec ces deux types d'énergie fossile, cela a permis la croissance et plus tard, on va voir également le développement du gaz et pour terminer, le développement des énergies renouvelables. Sur le graphique que je voulais vous montrer, je ne sais pas pourquoi là maintenant il a disparu, excusez-moi. Donc on voit bien l'évolution des consommations d'énergie et l'impact sur la planète. Bon. On arrive aujourd'hui, enfin il y a 2-3 ans en arrière, donc il y a 3 ans, au moment de la crise Covid. Et donc en 2021-2022, justement face au problème de la santé publique, la tendance des investisseurs a été de vendre majoritairement des valeurs qui n'étaient pas durables et de prendre conscience effectivement qu'il fallait investir sur des entreprises qui respectaient des critères ESG, donc d'environnement, social et de gouvernance. Par contre, en 2022, la guerre en Ukraine a montré les risques de l'afflux de ce type d'investissement et on rentrera dans le détail plus tard. Voilà. Alors, si je vous montre ces quelques images, c'est pour vous faire réagir, donc n'hésitez pas. Je voulais montrer quelques exemples. Vous voyez des logos connus de tous, McDonald's, un produit Ajax, la BP. Et qu'est-ce qu'on constate, si vous voulez, avec ces quelques logos comme Coca? C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Le greenwashing, ça a été cette tendance depuis, on va dire maintenant une dizaine d'années, d'un certain nombre d'entreprises de dire, voilà, nous, on est écolo, nous sommes aujourd'hui plus proches de la nature et donc, regardez, on est plus propre et on fait du bien pour votre santé. C'est ce qu'on appelle le greenwashing parce que l'exemple de BP, British Petroleum, c'est typiquement une entreprise qui produit du pétrole et ce n'est pas vert. On n'a jamais vu que le pétrole faisait du bien à la planète. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un exemple flagrant de greenwashing. L'exemple le plus flagrant, enfin, en tous les cas, qui défraie la chronique actuellement, c'est donc ce qu'on appelait le Dieselgate avec le Volkswagen. Alors, on va s'arrêter un instant sur l'exemple de Volkswagen, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que il y a une dizaine d'années, Volkswagen, ayant du mal à vendre un certain nombre de voitures aux USA, trouve le moyen de relancer sa commercialisation en vendant des nouveaux modèles de voitures avec un moteur diesel plus propre, plus économique et surtout bénéfique pour notre planète. Comme toujours, dans le monde automobile, il y a des analyses qui sont faites, il y a des laboratoires qui mesurent effectivement les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2, et qui vont mesurer toutes les émissions, entre autres, mais faire un certain nombre d'analyses auprès des constructeurs. Et puis, donc, on constate petit à petit que Volkswagen a menti sur l'effet propreté de ces voitures et ça va donc amener à un scandale. Ce scandale va amener un certain boycott des Volkswagen aux États-Unis. Et aujourd'hui, on est dans le cadre d'un procès qui dure depuis un certain nombre d'années où donc Volkswagen va devoir indemniser ses clients. Mais c'est l'exemple type, si vous voulez, voilà. Vous voyez les affiches, comment rouler plus propre, le clean diesel qui n'a jamais été très vert. Donc c'est le greenwashing. Et le greenwashing, c'est effectivement comment, ce qu'on appellerait en français l'éco-blanchiment, comment laver plus blanc, c'est pas possible aujourd'hui dans ce type d'exemple.
Alors, les notions clés de la finance durable. Parce qu'on va parler maintenant, on a vu un peu le contexte, on va parler de la finance durable et du sujet qui nous intéresse. Alors déjà, la définition. Qu'est-ce que la finance durable? Eh bien, c'est l'ensemble des activités, des comportements, et des réglementations financières poursuivant un objectif environnemental. Elle doit notamment faciliter la transition énergétique. Bon, voilà une première définition, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est les différents critères et les différents outils qu'on utilise pour mesurer la finance durable. Alors, on parle souvent d'ESG. ESG, c'est l'acronyme d'environnement, social et gouvernance. C'est quoi? L'ESG, ce sont les critères qui permettent d'analyser si une entreprise prend en compte effectivement des enjeux de développement durable dans sa stratégie. RSE. RSE, ça veut dire responsabilité sociale d'une entreprise, sociétale d'une entreprise, pardon. C'est la démarche dans laquelle l'entreprise va prendre en compte les enjeux ESG en intégrant certaines initiatives de bien-être de ses salariés, entre autres. L'ISR, c'est un label. D'accord? J'ai pris ces trois exemples parce que ce sont trois exemples dont on entend souvent parler et qu'on va utiliser régulièrement. Donc, le label ISR, c'est l'investissement socialement responsable. C'est donc une stratégie d'investissement qui concilie la performance financière et extra-financière. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'habitude de mesurer la performance financière quand on investit dans une entreprise ou dans un placement. On va voir comment on mesure le côté extra-financier. Alors, ces critères extra-financiers. Quand on veut justement mesurer la responsabilité sociétale d'une entreprise, eh bien, on le fait au travers des critères ESG, comme on vient de le voir, l'environnement, social et gouvernance, avec des critères qui peuvent être plus contraignants quand on parle d'ISR. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut évaluer la démarche RSE des entreprises. Alors, on va voir dans ces autres critères, il y a le cadre de référence qui a été fixé par l'ONU en 2015, qui a défini 17 objectifs de développement durable, ce qu'on appelle les 17 ODD. Pour vous les montrer de façon détaillée, parmi ces 17 ODD, donc la pauvreté, la faim zéro, la bonne santé, l'éducation, l'égalité entre les sexes. Voilà, il y a un certain nombre de critères qui ont été proposés et qui aujourd'hui vont vous permettre, vous, de sélectionner le type d'investissement qui correspond aux objectifs de développement durable que vous favorisez, que vous privilégiez. D'accord? Donc ça, c'est aujourd'hui une norme internationale donc, qui permet déjà de faire une première sélection. Alors, 3 niveaux dans l'écosystème. Pourquoi 3 niveaux? Parce que, comme dans toute réglementation ou toute nouvelle, on va dire, tendance, eh bien, je vais faire un parallèle, mais voilà, les labels. Quand vous mangez de la viande, on peut parler d'autres produits alimentaires, on peut parler de label rouge. Eh bien, c'est un signe de qualité, mais ce n'est pas imposé. Donc, ces labels vous donnent déjà une certaine notion de ce qui va vous permettre de sélectionner vos investissements. Donc, je vous en ai mis 3. Il y en a beaucoup, mais à titre d'exemple, le label ISR, investissement socialement responsable, qui est aujourd'hui en France l'un des plus utilisés. Vous avez le label Ecolabel donc au niveau européen et d'autres labels. Ensuite, vous avez le cadre de référence. Le cadre de référence, ça va être donc les différents accords, les différentes normes plus internationales qui ont été mis en place. Par exemple, l'accord de Paris.
Par exemple, donc on vient de parler des ODD, les Objectifs de développement durable de l'ONU, et on va parler donc d'un cadre qui définit des objectifs. D'accord? Et puis enfin, arrivent les réglementations. Les réglementations, ce ne sont que la retranscription dans chaque pays des normes internationales qui prennent du temps, mais qui petit à petit se mettent en place. Au niveau européen, on a le règlement de disclosure, qui est donc une réglementation européenne qui a déjà retranscrit un certain nombre d'objectifs. Et puis en France, vous allez avoir deux lois intéressantes, importantes, qui sont la loi Pacte de 2019, qui a traité de nombreux sujets, mais entre autres, effectivement, elle a mis en place des nouvelles normes importantes sur ces domaines-là, aussi bien dans le domaine financier, dans le domaine immobilier, donc qui petit à petit prennent forme. Vous avez la loi énergie-climat, sur l'article 29 également, qui est très importante. Et puis, nous concernant nos conseils financiers, vous avez la recommandation de l'AMF, la 2020-03, qui définit également un certain nombre de choses à suivre. Donc voilà, vous voyez, 3 niveaux dans l'écosystème qui permettent de s'y retrouver et qui vont nous aider, nous, à choisir et vous aiguiller dans ce domaine. Alors, comment on note les entreprises autrement que sur l'aspect financier? Quand on va choisir un placement financier, quand on va investir dans une entreprise, quelle qu'elle soit, on a l'habitude, en tous les cas, nous avons l'habitude, nous, chez Optimeum, de choisir avec, entre autres, des agences de notation. Les agences de notation ont l'habitude de noter les entreprises avec leur système propre. Alors, 3 exemples sous les yeux, Morningstar, MSCI, Sustainalytics. Ce sont 3 agences de notation qui, pour Morningstar, par exemple, vous avez certainement entendu parler depuis longtemps, eh bien, ont développé des méthodologies de sélection, de notation dans le domaine de l'investissement durable. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons une entreprise, nous avons une agence de notation, on va vouloir noter cette entreprise. Bien, par exemple, on va reprendre nos critères ESG. Le E de ESG environnement, on va voir ce que cette entreprise fait directement ou indirectement pour réparer l'environnement. Qu'est-ce que fait cette entreprise pour éviter donc la pollution ou son émission de CO2? Et puis, on constate que cette entreprise se comporte très bien sur ces 3 critères. On va lui attribuer une note de 17 sur 20. Sur l'aspect social, le taux d'emploi, l'inégalité éventuellement en fonction des sexes, la diversité au niveau de ses salariés. Et là, on va lui donner une nouvelle note. On va dire qu'elle a une note moyenne. Et puis, concernant la gouvernance concerne tous les sujets de fiscalité, de fraude, de corruption, de comptabilité transparente. Là, par exemple, on a cette même entreprise qui a une mauvaise note puisque quelques soucis, effectivement, de transparence et de comptabilité, de fiscalité. Tout ça, ça va nous donner donc une moyenne entre la note moyenne et la mauvaise note qui vont permettre de j'ai été un peu vite, de donner une moyenne. Et cette moyenne ESG va permettre déjà de faire une première sélection. D'autres labels. Donc, on a parlé du label ISR, mais je vais vous donner 2 autres exemples. Le label Finansol. Le label Finansol est un label qui veut sélectionner les entreprises qui travaillent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. D'accord ?
donc par la création et la consolidation de centaines de milliers d'emplois, par le taux de solidarité sur un certain nombre de produits d'épargne. De même que le label Greenfin, qui se focalise, lui, sur la sélection d'entreprises dans le domaine de la transition énergétique et écologique, eh bien, ce label va mesurer l'impact effectif de l'entreprise sur la transition énergétique, écologique, et faire un focus sur la gestion des controverses ESG. Alors, on continue. Alors, on a vu quelques exemples de labels. Nous allons voir maintenant les différentes stratégies d'investissement et les risques qui sont liés au développement durable. Alors, il existe 4 principales stratégies d'investissement. Le best in class. Le best in class, c'est ce qu'on pourrait dire en français, donc le meilleur de la classe. C'est dans une catégorie, vous allez dire, on va choisir quel est le meilleur dans cette catégorie. Vous avez, excusez-moi encore, des termes anglo-saxons, mais le best in universe, c'est-à-dire toute catégorie confondue, quel est le meilleur donc dans l'univers d'investissement. On pourrait avoir une approche thématique, c'est-à-dire, moi, tiens, je voudrais investir dans le domaine de l'eau, dans le domaine des panneaux photovoltaïques ou du solaire, d'accord, de l'éolienne, voilà, des thématiques très connues, très ciblées. Et puis, il y a une autre façon d'investir, qui est de dire, tiens, je ne veux pas investir dans des entreprises qui font de l'armement, dans des entreprises d'extraction pétrolière, dans des entreprises qui travaillent sur ou qui ont pu exploiter ou faire travailler des enfants. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'exclusion sectorielle. Pardon. Et c'est donc 4 stratégies différentes qu'on peut utiliser et qui permettent déjà de faire un certain nombre de choix. Les risques. Les risques à mesurer, c'est au niveau de la performance. C'est ensuite les risques de liquidité. Pourquoi on parle de liquidité? Parce que quand on cible des investissements très particuliers, on pourrait avoir un risque de ne pas retrouver son argent, puisque l'argent pourrait être investi et bloqué ou voire non disponible. Le risque de gouvernance, donc ça c'est important également, la gouvernance de l'entreprise, et les risques réglementaires. Les risques réglementaires qui font que la réglementation va vous orienter sur un domaine précis. Donc là aussi, ça peut faire partie des risques existants. Alors, si on a répertorié un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'inconvénients. L'objectif qu'on recherche en faisant ce type d'investissement, c'est de se dire, en même temps que je fais un rendement financier, je vais contribuer à des causes environnementales ou des causes sociales. Je vais créer des emplois, je vais protéger l'environnement, je vais réduire les inégalités sociales. Et puis, je considère que je vais faire de meilleures performances dans le temps, car je serai moins exposé au risque de la réglementation, on parlera de cet aspect-là, et de la réputation. Aujourd'hui, c'est très, très important. Vous avez l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec le greenwashing, l'exemple donc, de réputation où quand Volkswagen nous trompe sur la marchandise, la réputation fait que les clients s'en vont et au final, c'est une entreprise qui n'aura pas les mêmes résultats et qui ne pourra pas développer ses projets comme elle le souhaite. Donc, le risque de réputation.
Les inconvénients, ben, on vient d'en parler, le greenwashing. Les rendements financiers sujets à des effets de mode, ben, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on a, suite au Covid, 2020-2021, très très bonnes années pour ces sujets-là. Et puis 2022, prise de bénéfices, guerre en Ukraine. Voilà, ça n'a pas été une très bonne année. Coût de mise en conformité avec les normes environnementales et sociales. Alors oui, ça c'est un inconvénient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut suivre tous ces objectifs, eh bien on est obligé d'investir dans des outils. Les sociétés de gestion, donc asset managers, doivent également se mettre en conformité. Donc, c'est un coût assez important pour pouvoir développer ce type d'investissement. Alors, voilà pourquoi on a titré notre réunion Finances durables ou responsables, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition vraiment établie dans des réglementations. Donc, voilà, il faut faire attention, encore une fois, avec le greenwashing, c'est-à-dire qu'on ne vous fasse pas passer des vessies pour des lanternes, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de définition et surtout, il n'y a pas d'outil de comparaison. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, il existe une réglementation qu'on appelait SFDR. Cette réglementation, excusez-moi, elle a défini déjà 3 catégories qui nous permettent de commencer à nous y retrouver. Alors, cette réglementation européenne donc, a défini dans son article 6 ce qu'on appelle les produits classiques, les produits financiers qui n'ont pas vocation à s'orienter sur des critères de durabilité. Donc, c'est le produit financier lambda qui n'a pas vocation à s'orienter vers des critères ESG. Ensuite, vous avez l'article 8. L'article 8, c'est le produit financier, le placement financier qui commence à faire la promotion de caractéristiques ESG, mais qui en a une petite partie, qui s'intéresse au sujet, mais voilà, encore une fois, qui n'est pas à vocation, dont l'objectif principal n'est pas d'en faire seulement la promotion. Et puis, vous avez l'article 9. Voilà, quand aujourd'hui, vous découvrez un produit financier ou un placement financier qui se dit article 9, ça veut dire qu'il s'est fixé comme objectif principalement le développement durable. Donc là, vous avez normalement un produit qui respecte un certain nombre d'étapes et qui correspond certainement à ce que vous souhaitez en termes de développement durable. Alors, point important, comme je disais, la réglementation s'organise. Elle est aujourd'hui pas totalement unifiée. Ça dépend des pays, ça dépend des domaines, des thématiques. Donc, les méthodes divergent, suivant donc les gestionnaires. Qu'est-ce qu'on a pu constater? Qu'est-ce qu'on a pu relever? Et ce qu'on vous conseille, nous, de regarder, c'est déjà, étape 1, la thématique. On a évoqué quelques sujets tout à l'heure. Donc, est-ce que vous souhaitez orienter donc, votre investissement sur une thématique précise? On parlait d'environnement, on parle de gouvernance, on parle de solidarité, par exemple avec le label Finansol, on a plutôt donc la finance solidaire. Donc, c'est déjà une thématique. Ensuite, deuxième étape, on va filtrer et on va voir les notations de ces investissements ou de ces entreprises. Et puis enfin, on va sélectionner. D'accord? La thématique, on va retrouver avec les ODD, les 17 ODD de l'ONU. Donc là, ça nous aide un peu à nous retrouver.
et ensuite, on va passer tout ça dans un filtre et sélectionner. Alors, on a pris 3 exemples. Là, ce ne sont pas des exemples qui sont exhaustifs. L'idée, c'est de vous montrer à travers 3 sociétés avec lesquelles nous travaillons leur méthodologie et de comprendre que, comme on vous disait, les méthodes sont différentes et c'est intéressant de voir comment elles fonctionnent. Alors, Mirova, par exemple, eux, ils vont plutôt investir dans les entreprises qui ont un impact environnemental. Par conséquent, avec ces entreprises qui visent la transition énergétique. Et parmi leurs autres critères, l'exclusion des paradis fiscaux. Chez Ecofi, on retrouve le même objectif qui est la réduction des émissions de CO2. Autre critère, donc plutôt de gouvernance, la représentation des femmes au poste d'encadrement dans les entreprises. Et enfin, la responsabilité fiscale. Et puis, une dernière société, BDL Capital Management, qui, elle, cherche effectivement l'empreinte carbone neutre et la transition énergétique. Bon, ok, des thématiques. Ensuite, on va regarder quelle est la méthodologie de filtre de chacune des sociétés. Chez Mirova, nous avons une approche, alors voilà, excusez-moi encore des anglicismes, bottom-up et top-down. Vous comprendrez, bottom-up, c'est donc par le bas, et approche top-down par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on part d'un univers de départ, on définit donc déjà des critères ESG, et puis ensuite, là, comme dans le domaine des obligations, on va faire une analyse crédit, et puis ça va réduire petit à petit, si vous voulez, les choix des entreprises et des supports financiers. Et puis, on va arriver donc à une liste d'achat en fonction des valorisations de ces entreprises. Une fois qu'on a établi ces différents filtres, eh bien, on arrive à un portefeuille. Et donc, si on avait à l'origine 500 entreprises sélectionnées, eh bien, au final, il y aura une vingtaine de supports financiers qui seront sélectionnés en fonction pour établir le portefeuille. Chez Ecofi, voilà, les filtres, par exemple, eux, ils fonctionnent par exclusion. Donc, dans leur processus ISR, ils ont exclu de leurs investissements les entreprises impliquées dans les secteurs de jeux d'argent, de production de tabac, d'extraction du charbon, d'accord, les armements, les énergies fossiles ou le raffinage du pétrole. À chaque fois, donc, ces exclusions se font en fonction d'un critère important au niveau chiffre d'affaires. Donc, soit on exclut totalement l'entreprise, soit on exclut à partir du moment où elle fait un chiffre d'affaires supérieur à un pourcentage défini par Ecofi. Une fois qu'ils ont fait ces exclusions, ils vont donc avoir déjà dégagé un certain nombre d'entreprises. Ils vont sélectionner, suivant ce qu'ils ont appelé un scope ISR, qui est représenté par cette cible sur la droite. Donc, le scope, s'il est d'intensité 1, on a 80% des entreprises qui rentrent dans ce scope-là, d'accord. Si on a un scope de niveau 2, eh bien, on exclut à ce moment-là 40% des entreprises, on ne retrouve plus que 60% dans la cible. Et puis, si on sélectionne des entreprises de scope d'intensité numéro 3, eh bien, il ne reste plus que 40% des entreprises qui correspondent à leurs critères. Donc, ça permet, vous voyez, petit à petit, encore de filtrer suivant un certain nombre de paramètres qu'eux-mêmes ont définis. Chez BDL, comment ça fonctionne? On part d'un univers d'entreprises cotées en bourse qui font plus d'1 milliard
de capitalisation. Et puis, critère SFDR 9, en premier lieu, on a 600 sociétés. On va, comme Ecofi, exclure les entreprises qui font du charbon, de l'énergie fossile, les mines, le tabac, l'armement. Et donc, on arrive au final, après ce processus, à 35 sociétés qui correspondent à l'investissement qu'ils vont mettre dans leur fonds qui s'appelle BDL Transition. D'accord? Là, ici, vous voyez également leur façon de classer suivant le SFDR 9, donc ce qu'ils définissent eux comme investissement durable. Comme vous l'expliquez, il y a une exclusion. Hop, de cette exclusion, on retrouve, on filtre par différents niveaux et donc on sélectionne dans ce tamis avec une méthode qui est propre à chacun. Les notations. Ben, chez Mirova, on parle d'obligations, donc on va avoir des notations qui se mesurent avec les différentes lettres qu'on a déjà vues dans le domaine obligataire. Et donc, leur sélection porte sur des entreprises triple B ou triple B+. Chez Ecofi, ils utilisent la méthodologie Morningstar et ils ne sélectionnent que des entreprises qui ont au moins 4 ou 5 étoiles. Et chez BDL, ils ont une notation qu'ils ont appelée Kira, qui est un outil de notation interne. Et ce soir, on n'entrera pas dans le détail, ça serait un peu trop technique et je pense que l'objectif est de comprendre la méthode plus que de regarder à l'intérieur du moteur. Bon. L'étape numéro 3, les risques et la sélection. Alors, à nouveau, si vous voulez, différents risques qui sont analysés par chacun. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pour vous montrer la méthodologie. Et on arrive à quelques exemples. Chez Mirova, nous avons un fonds obligataire qui est donc SFDR 9, qui a été créé en 2017, le SRRI dont on a déjà parlé, qui est le niveau de risque, est de niveau 3, et vous avez ce camembert qui vous permet de résumer dans quoi ils investissent actuellement. Eh bien, essentiellement l'énergie. Donc, si on parle de green, on va parler d'énergie solaire, d'énergie renouvelable, les transports propres, oui, pour 20%, ça me donne déjà un petit peu une idée. Chez Ecofi, un fonds qui s'appelle Agir pour le climat, même chose, classé SFDR 9, créé il y a maintenant déjà plus de 15 ans en 2008, classé en termes de risque niveau 4. Et donc là, on a un fonds diversifié qui a un portefeuille d'actions de 60, à peu près de 2 tiers et de 20% d'obligations. Chez BDL, avec leur fonds transition, vous voyez toujours classé SFDR 9, créé en 2019, donc maintenant il y a 4 ans, c'est le plus jeune, un niveau de risque 4. Et dans ce fonds, on va trouver donc différentes thématiques. Quand on parle transition mobilité, digitale, santé, économie et bien sûr transition énergétique. Mais ils ont regardé pas simplement le côté ESG, ils ont également regardé comment créer de la performance avec tous les domaines où il y avait un choc ou une transition qui est en train de se réaliser en termes de consommation, d'usage. Donc, très, très intéressant pour ces thématiques-là. Alors, chez Optimum Patrimoine, avec quels outils nous travaillons? Nous avons donc plusieurs outils qu'on a mis en place pour vous aider à choisir. Un questionnaire, des outils de sélection et surtout, enfin, des outils de suivi de mesure. Un questionnaire. Donc, pour ceux qui l'ont déjà rempli, vous le connaissez, mais ceux qui ne l'ont pas encore rempli, vous aurez l'occasion de le découvrir. À quoi sert ce questionnaire?
premièrement, de vous aider à définir vos préférences en matière de durabilité, si ce sont des sujets qui vous intéressent ou pas du tout. Vous avez sous les yeux quelques exemples. En fonction de vos préférences et de vos objectifs, eh bien, ça va nous aider à définir des critères d'investissement. Je vous montre un exemple sous les yeux. Vous avez donc dans ce cas-là quelqu'un qui a défini son intérêt pour le sujet donc comme très élevé, qui souhaitait incorporer dans ses placements environ 20% d'investissement responsable. Vous voyez les impacts prioritaires que ce sont les luttes contre le changement climatique, ça fait partie de cette priorité. C'est donc parmi les 17 objectifs de développement durable, les 3 sujets sur lesquels cet investisseur veut se focaliser, donc les changements climatiques, la consommation de la production responsable et l'éducation. Préférence de durabilité, c'est en fonction de chaque catégorie, comment je veux que soient sélectionnés mes placements. Donc là, c'était de façon égalitaire. Et puis, on voit une forte prédominance de l'aspect environnemental dans le choix de ces supports. Donc ça nous aide déjà un petit peu à orienter vos investissements en fonction de vos choix. Un outil de sélection, donc un outil qui s'appelle Astrabase, que nous utilisons depuis un certain temps, qui nous permet sur une batterie de centaines et de centaines d'investissements d'aller choisir, par exemple, vous avez à l'écran les différents articles. Est-ce qu'on a article 6, 8 ou 9? Donc déjà, je peux choisir si je veux un article 9. Je vous ai mis 2 exemples de labels parmi les dizaines de labels qui existent, label ISR, label Greenfield, d'accord? Et à partir de là, mon outil va vous donner déjà une première sélection qu'on va pouvoir correspondre à vos souhaits. Nos outils de suivi avec notre outil Prism, un exemple de portefeuille, donc vous avez sous les yeux, où le client a souhaité, donc en intégrant un certain nombre de supports, vous voyez qu'on a la nomenclature SFDR, donc 15% d'article 9, 12,5% d'article 8, et d'autres supports qui ne sont soit pas orientés sur ces thématiques-là, qui ne sont pas notés sur ce sujet-là, et un exemple d'article, également un article 6. Et puis, je vous ai mis un autre exemple où là, on voit une orientation forte sur donc l'orientation ESG, puisque 57% du portefeuille est orienté article 9, 27% article 8, ça veut dire qu'on est pratiquement, on dépasse même les 80% du portefeuille sur ces thématiques de façon directe ou indirecte. D'accord ? Voilà, on a été très rapide sur cette présentation, mais je voulais avant tout vous apporter déjà quelques idées et à partir de ces idées, vous montrer la méthodologie. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros si vous avez des questions, avec plaisir. Moi-même, je vais remettre ma caméra, comme ça, on peut se parler. Hop, je vous en prie, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir vos micros, hein, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, vous n'osez pas, vous m'entendez? Voilà, je vous invite à... La première question est toujours la plus difficile.
hein, mais il faut pas hésiter. Je vais vous repartager peut-être un ou deux éléments. Hop. Je vous écoute, n'hésitez pas. Voilà, je reviens sur les différents écrans. On va revenir sur la méthodologie. Juste déjà, hop, je vais un peu vite. Voilà. Sur les 17 objectifs de développement durable, c'est le premier point sur lequel on doit démarrer cette réflexion quand on y pense, puisque c'est en fonction de vos affinités et en fonction de vos souhaits qu'on va pouvoir aller sélectionner l'offre de support qui correspond à vos attentes. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la réglementation donc prend forme depuis une petite dizaine d'années, et cette réglementation, elle a vocation à évoluer. Ces articles SFDR 8 et 9, on a constaté il y a quelques mois que 80% de l'offre pouvait rentrer dans l'article 8. Et donc, aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui fait que beaucoup de sociétés financières ont décidé de revoir et éventuellement de sortir de cette nomenclature article 8. Donc, il y a encore des choses à améliorer. L'AMF a également est en réflexion pour préciser justement ces différents critères pour être plus fin dans l'approche, la durabilité, puisque, comme je vous l'ai présenté, ce phénomène de greenwashing est arrivé également depuis un certain nombre d'années. Et donc, pour éviter ça, on va fixer des critères de plus en plus précis. Je n'ai pas parlé volontairement ce soir de l'immobilier, puisque ce sera l'occasion d'une prochaine réunion, mais je vais déjà vous faire un peu une introduction sur l'aspect durabilité. Alors, je ne sais pas si on parle de durabilité, mais en tous les cas de verdissement de l'immobilier. On le constate de plus en plus dans le neuf, où des nouvelles normes sont imposées depuis déjà une bonne dizaine d'années aux promoteurs. Et donc, dans l'ancien, on le constate de plus en plus avec ce qu'on appelle les DPE. DPE qui sont les diagnostics énergétiques. Et vous êtes peut-être concerné si vous avez un bien résidence principale ou locatif. On vous a peut-être demandé à un moment, lors d'une transaction, de faire ce qu'on appelle les diagnostics. Et donc, le diagnostic énergétique a défini une échelle qui va de A à G concernant en G ce qu'on appelle les passoires énergétiques, c'est-à-dire les immeubles ou les maisons qui sont des véritables passoires à énergie ou qui sont mal isolées. Et donc, aujourd'hui, la loi prévoit de ne plus pouvoir vendre ou de ne plus pouvoir louer les biens qui ne seraient pas avec un minimum de rénovation. Donc ça, on en parlera dans une prochaine réunion parce que c'est un point intéressant
de l'évolution de la réglementation qui va plus vite que nos capacités. Et donc, on va être obligé de revenir dessus. Parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui à rénover dans les temps par rapport à ce que la loi a prévu. Vous avez également, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça fait partie de l'actualité, on en parle tous les jours. La semaine dernière, pardon, au niveau de l'industrie automobile, vous savez qu'il y a une forte orientation aujourd'hui vers des voitures plus propres et entre autres les voitures électriques. C'est un grand débat sur est-ce que les voitures électriques aujourd'hui sont meilleures pour la planète ou pas. Je ne rentrerai pas dans le détail. Mais l'Europe avait défini que donc, nous ne pourrions plus acheter de voitures neuves thermiques à partir de 2035. Donc c'était acté, c'est d'un peu plus de 10 ans, et l'Allemagne est revenue sur cette décision. Donc l'Allemagne a annoncé il y a quelques jours qu'elle ne souhaitait pas effectivement arrêter donc, la production de voitures thermiques. Alors je vois... Très bien. Olivier? Oui. Oui, Olivier, j'ai une petite question. Merci déjà pour la présentation. Je t'en prie. Euh, Moi, j'avais une petite question concernant, est-ce que tu as une idée à peu près sur la part de la finance durable euh, par rapport à l'ensemble des investissements, on va dire, dans le monde? Est-ce que tu as une idée à peu près de la part que représente la finance durable? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas encore le mesurer. Ce qu'on sait, ce qu'on a quelques chiffres, c'est en France. Alors, je ne peux pas te le dire comme ça, mais en France, on a vu qu'au moment où cette réglementation est entrée en vigueur, en moins de 2 ans, 80% des placements financiers qui étaient donc réglementés au niveau de l'AMF avaient obtenu un label d'une façon ou d'une autre. Donc, quand ça te dit 80% des placements financiers, grosso modo, pratiquement tout ce qui existe, ce qui nous a surpris, c'est de se dire ben, comment ça se fait que des placements qui existaient il y a 10 ans, qui n'étaient pas orientés sur ce sujet-là, en particulier, tout d'un coup se retrouvent étiquetés finance durable ou label ISR ou un autre label. Donc, c'est pour ça qu'on voit que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution et qui ne fait que démarrer parce qu'aujourd'hui, les labels seraient peut-être trop facilement obtenables, hein, ou on Hmm. pourrait effectivement obtenir ces labels trop facilement. Donc, je pense que ça va évoluer et que ça va petit à petit se durcir. Mais aujourd'hui, c'est à la fois vertueux de prendre cette orientation, mais pour moi, il y a encore quelques temps, euh, l'environnement, le côté éthique, le côté durable étaient totalement en opposition avec l'objectif des financiers. Pourquoi? Parce que, et c'est malheureusement l'écran que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, mais qui me semble important, c'est que quand on parle investissement, on cherche une rentabilité. Or, une rentabilité, c'est de la création de valeur. Et qui dit aujourd'hui création de valeur, dit forcément destruction d'autre chose. Enfin, et je pense qu'il y a un débat important là-dessus parce que tout simplement, si on veut plus de croissance, on se rend compte que les croissances vont avec l'énergie. Et plus on a besoin de croissance, plus on a besoin d'énergie. Donc, si on a besoin de plus en plus d'énergie, on est obligé de consommer
soit des arbres, soit du pétrole, soit du gaz. Et donc, c'est aujourd'hui pas évident de se dire que je veux dire, tout ce qui nous entoure aujourd'hui est fait de matière. Cette matière, elle vient de notre globe terrestre. Et donc, quels que soient les objets qui nous entourent, ils ont été transformés à partir de quelque chose qu'on a extrait de notre planète. Et donc, pourquoi je vous montrais l'évolution de la population mondiale, c'est que plus nous sommes des êtres humains sur Terre, plus nous sommes nombreux et plus chacun aspire effectivement à un confort et donc va consommer de l'énergie et donc va, à un moment, si vous voulez, il y a une équation qui est difficile à remplir. Donc, je pense que l'idée, l'objectif de développement durable, de finances durables est un objectif très vertueux. Maintenant, pour arriver à le réaliser, on prend par exemple, tiens, je n'ai pas pris cet exemple, mais vous pouvez le suivre tous les jours, le réchauffement climatique. Donc l'objectif fixé est de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique. Or, aujourd'hui, quand on voit l'évolution des différents pays, on est loin d'y arriver. Donc, c'est pas qu'on va droit dans le mur, mais il y a des bonnes volontés. Or, vous l'avez peut-être suivi et c'est à suivre de près ce qu'on a appelé les COP 21, 25, 26. Je crois qu'on est à la 26 ou 27. Hein. Ces réunions de chefs d'État qui décident donc du futur bien-être de la planète et on voit comment, par exemple, à l'époque de Trump, Donald Trump a souhaité sortir de l'accord de Paris que les USA avaient signé quelque temps avant. Donc aujourd'hui, c'est pas. Alors bien sûr, il y a des décisions individuelles qu'on a tous à prendre pour éviter de ramer, j'allais dire, notre planète, mais pas seulement. Il y a des décisions qui doivent être prises au niveau des États et des continents. Aujourd'hui, à faire de procès d'intention, mais on dit que c'est les États-Unis et la Chine qui sont les 2 plus gros pollueurs. Bon, ben, je pense que tant que ces 2 continents ne prennent pas une orientation importante dans la bonne direction, l'Europe pourra prendre des engagements. Enfin, s'il n'y a que l'Europe qui prend ces décisions, voilà, on n'arrivera pas à résoudre le système et c'est pour nos enfants et nos petits-enfants qu'il faut penser que demain, on doit arriver à faire attention sur un certain nombre de choses, mais voilà, c'est... Alors, la finance durable, je pense qu'elle peut aider, elle peut déjà aider à faire prendre conscience, elle peut aider à orienter nos investissements sur, des sujets, si on ne doit pas, si vous voulez, comment dire, se priver, mais nous aider à plus de sobriété. Et je pense que là, c'est quelque chose qui peut aider. On a une période depuis 30-40 ans, même avant, et la prise de conscience est en train de se faire, mais on ne doit pas être tout seul. Et alors, c'est bien de montrer le chemin. Peut-être que, effectivement, si on montre le chemin, ça permettra d'améliorer notre quotidien et le quotidien de nos enfants. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions? Non, je vois que le sujet est pourtant passionnant. Pour tout vous dire, je me suis intéressé au sujet depuis quand même déjà 2-3 ans, mais c'est plus en préparant cette réunion que
que nous avons travaillé sur le sujet. Et je trouve que c'est un sujet passionnant, qui est plein de controverses, mais qui nous permet de prendre conscience sur pas mal de choses. Donc moi, je vous invite à vous intéresser à ce sujet et à faire vos recherches. On est à votre disposition, bien sûr, pour vous aider à affiner vos recherches. C'est un sujet, comme je vous disais, en pleine évolution. On n'en est qu'au début, mais je pense que dans les années à venir, ça sera indispensable. C'est au moins, je pense qu'on arrivera, à mon avis, comme on continue sur la bonne voie, à avoir un impact sur ces sujets-là grâce à la finance, puisque bon, c'est l'innovation qui permettra petit à petit d'être moins consommateur d'énergie, d'être moins consommateur de choses qui sont aujourd'hui très simplement à notre portée. Et je pense que cette orientation de finances durables permettra quand même de donner, enfin, j'utilise cette expression, de mettre sa pierre à l'édifice, de contribuer effectivement à être plus raisonnable sur tout ce qui nous entoure. Voilà. Merci en tous les cas pour votre participation à tous. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre toute cette réunion, je vous invite à revoir la vidéo que nous allons mettre sur les réseaux sociaux. Enfin, en tous les cas, le lien sera accessible si vous le souhaitez. Et puis, excusez-moi pour cette voix un petit peu hachée, mais donc je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation qui portera sur l'immobilier d'ici 1 ou 2 mois. Voilà, bonne soirée à tous et merci en tous les cas pour votre participation. Bonsoir. Merci, à bientôt. Au revoir.